Vous le connaissez sans doute très bien tous, hein. Il est essayiste, contributeur régulier pour Polémia. Je voudrais rappeler un de vos livres historiques. En 2015, vous sortiez avec Jean-Yves le dictionnaire de la novlangue, qui avait été une révélation pour beaucoup. Et votre dernière actualité littéraire, et on verra ça à la fin de votre intervention, eh bien, c'est Le Crépuscule des Lumières, qui est aux éditions Via Romana et qui vient de sortir. Je pense que vous pourrez le retrouver juste après, lors des sessions de dédicace. Michel Geoffroy, je vous cède la parole. Bonjour à tous et à toutes, comme on dit. J'espère que vous m'entendez, parce que je n'ai pas une voix très forte. Bon, comme vous ne répondez pas, je pense que ou vous dormez ou vous entendez. Alors, je vais traiter le sujet du progressisme à nouveau. Je vais d'ailleurs compléter ce qu'a présenté Ferenc Annmassi avec beaucoup de talent. Je vais repartir un peu en amont. Je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance en Occident, puisque nous avons des dirigeants qui ont un comportement moral, hautement moral, puisqu'à tout instant, ils justifient leur action ou leur inaction par référence à des valeurs. Les fameuses valeurs de la République, les valeurs de l'Union européenne, les valeurs des Lumières, ou bien des valeurs des droits humains fondamentaux. Tout ce qu'ils font, c'est par rapport à ces valeurs. Laisser les frontières ouvertes, c'est conforme à nos valeurs. Accueillir toute la misère du monde, c'est conforme à nos valeurs. Installer l'islam en France, c'est conforme à nos valeurs. Alors, cette référence permanente aux valeurs est évidemment extrêmement trompeuse. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on nous présente aujourd'hui comme des valeurs ne sont en fait que d'une idéologie. Mais le propre d'une idéologie, quand elle est dominante, c'est de se présenter comme une morale. Ce qui offre un très grand avantage, d'ailleurs. Si vous présentez votre idéologie comme une morale, ça signifie que vos adversaires, vous les placez en dehors de la morale. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, souvent quand on invoque les valeurs, on les invoque surtout sur un mode accusatoire. Je n'ai pas les mêmes valeurs que vous. Bon. Donc, je voudrais essayer de développer un peu ce thème. Est-ce que cette idéologie progressiste, est-ce qu'elle est vraiment une morale ? Et je crois qu'on peut démontrer le contraire. Avant tout parce que les présupposés intellectuels du progressisme détruisent en fait les bases de tout comportement moral. Donc il faut d'abord repartir sur ce qu'est la genèse un peu du progressisme. Le progressisme, c'est le fruit de la révolution des Lumières, c'est le fruit de la crise de la conscience européenne, et qui remonte donc au XVIIIe siècle. Au cours de l'histoire, le progressisme, vous le savez, a pris différentes formes. Les droits de l'homme, le républicanisme, le libéralisme, le positivisme, le matérialisme, le scientisme, l'internationalisme, le socialisme principalement. Alors, le socialisme avait une posture un peu particulière vis-à-vis des Lumières, puisqu'il prétendait rejeter deux composantes essentielles des Lumières, à savoir l'individualisme et le capitalisme, pas de chance, donc il a eu beaucoup de mal à sortir de cette contradiction. De toutes ces différentes formes, aujourd'hui, qu'est-ce qui a triomphé à la fin du XXe siècle ? C'est ce qu'on appelle le libéralisme libertaire et mondialiste, qui a triomphé à la suite de plusieurs mouvements. D'abord la révolution des mœurs des années 60, ensuite l'effondrement du communisme en Occident, et enfin la mondialisation économique et financière. Et aujourd'hui, la dernière composante, c'est la révolution arc-en-ciel, écolo, la révolution woke, qui est en train de submerger l'Occident à partir des États-Unis. Alors, ce progressisme repose sur des présupposés très particuliers et surtout très dangereux. D'abord, le progressisme, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un nominalisme qui recuse l'idée qu'il puisse exister une réalité extérieure à l'homme et au regard que porte l'homme sur les choses. Et en particulier, qui récuse l'idée qu'il puisse exister une nature humaine. Pour lui, pour le progressiste, la nature n'est que la dérivée de la culture et donc une construction
sociale que l'on peut réviser, améliorer à volonté, ou alors elle ne joue aucun rôle. D'ailleurs, cette croyance est au cœur d'une des manifestations classiques du progressisme, c'est-à-dire l'égalitarisme, c'est-à-dire la prétention progressiste à vouloir tout ramener à l'identique. De fait, le progressisme repose sur une vision abstraite, on dirait aujourd'hui virtuelle, de la réalité. Rappelons-nous la formule que Rousseau cite dans son discours sur l'inégalité. Commençons donc par écarter les faits, car ils ne touchent point à la question. Alors évidemment, si on commence à écarter les faits, évidemment, on peut tout démontrer, on peut tout faire, on peut montrer qu'il fait soleil à minuit, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que dit un des personnages du 1984 de George Orwell. Si le parti vous dit que 2 et 2 font 5, c'est le parti qu'il faut croire et pas les mathématiques. Donc cette logique est inhérente au progressisme. Deuxième caractéristique également très particulière au progressisme libéral-libertaire, c'est bien sûr, Ferré-Calmassi en a parlé, l'individualisme méthodologique radical. Seuls existent les individus. Il n'existe pas d'ensemble holiste. Rappelez-vous la formule de Mme Thatcher, la Premier ministre britannique, la société n'existe pas, il n'existe que des individus, le bien commun n'est que le bien personnel, le bien individuel, l'intérêt individuel, et le but de la société, c'est de satisfaire, il n'y a pas de bien commun, le seul bien commun, c'est de satisfaire les intérêts individuels, les désirs de chacun qui n'ont aucune autre limite que les désirs des autres individus. Donc, dans le progressisme, ces deux éléments se combinent pour faire de la volonté individuelle. La volonté individuelle se prend elle-même pour sa propre fin. Donc, ça veut dire que le progressisme, en particulier, ne conçoit la liberté que comme le refus de toute détermination. La liberté, c'est un indéterminisme et c'est un déracinement. Pensons à ce que disait un ancien ministre de l'Éducation, Vincent Payon, vous vous souvenez sans doute de cette formule célèbre, le but de la morale laïque, je cite, est d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. Donc on voit bien cette idée, la liberté c'est le déracinement. Là on devient un vrai républicain. Et donc aujourd'hui, les délires actuels autour de la théorie du genre ou du changement de sexe s'inscrivent directement dans cette logique. C'est-à-dire que c'est soumettre la biologie à la volonté, au choix personnel. On peut choisir son sexe. Ce n'est jamais que le remake de ce que faisait Lysenko, le biologiste soviétique, qui essayait de soumettre la génétique aux règles du matérialisme dialectique. Évidemment, ça ne marchait pas très bien. Bon. Donc, si je reprends ces différents points, on voit tout de suite que le progressisme et la morale ne vont pas ensemble. Parce que précisément, avoir un comportement moral, ça implique de fixer des limites à ses désirs et de dépasser son seul intérêt personnel. C'est le propre d'un comportement moral. C'est d'accepter qu'il y a autre chose que son propre intérêt. Mais si, comme le croient les progressistes, le vrai, le beau, le bon ne sont que des éléments relatifs, ne sont que des choix individuels ou personnels, si l'homme est réputé, comme on dit, la mesure de toute chose, ça implique fatalement que tôt ou tard, il va s'arroger le droit de tout faire, y compris aux dépens des droits des autres. Et d'ailleurs, en plus, on pourrait rappeler que pour les libéraux, rappelons la fameuse fable des abeilles de Mandeville, apparue en 1794, qui explique que la formule est classique, les vices privés font les vertus publiques, donc ça veut dire qu'on considère que l'indifférence à l'égard des valeurs morales, voire leur violation, est un moyen d'enrichissement. Bon. Alors, d'ailleurs, force est de constater dans l'histoire que les progressistes ont fait plutôt preuve de leur totale indifférence au bien commun, à la morale, aux droits des autres, et aussi de leur violence. Rappelons quand même que la première affirmation politique du progressisme au XVIIIe siècle s'accompagnait de 8 ans de guerre aux Amériques et de 25 ans de guerre en Europe. Rappelons que le siècle progressiste, par essence, le XXe siècle, celui qui a vu la victoire du progressisme, c'est le siècle des guerres dites mondiales, des guerres terribles, des guerres totales, c'est le siècle des génocides, des guerres civiles et des guerres idéologiques à répétition. Alors, comme son nom l'indique, le progressisme repose sur le culte du progrès, c'est-à-dire que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. C'est très charmant, ça a simplement un inconvénient psychologique, c'est que si on pense que demain est toujours meilleur, on finit par négliger
les malheurs concrets, les souffrances concrètes qu'on impose aujourd'hui au prétexte de créer demain le paradis sur Terre. C'est la fameuse roue rouge que décrit Solzhenitsyn, c'est-à-dire qui broie tout sous son passage au prétexte d'incarner le sens de l'histoire. Et d'ailleurs, également dans leur comportement individuel, les progressistes ont généralement fait la preuve de leur absence totale de décence commune et de toute retenue. Il suffit de penser à M. Olivier Duhamel et consorts. Tous ces gens, on voit bien, ont un comportement très particulier. Alors, le progressisme, on l'a dit, est violent. Pourquoi il est violent ? Parce qu'il ne cesse de se heurter à la nature des choses, il cesse de heurter au monde, au peuple réel, depuis le XVIIIe siècle, en raison tout simplement de son caractère utopique. Parce qu'en effet, ça explique que, loin d'être naturel, le progressisme ne peut pas se passer de la violence révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est que la révolution ? C'est tout simplement la coercition violente exercée par une minorité qui se croit éclairée pour avoir le droit de changer de force la société. Donc il y a toujours une révolution, et la révolution progressiste, elle est toujours en marche. C'est-à-dire, M. Macron, en 2017, il a fait un livre, enfin, du moins il a signé un livre, je ne sais pas s'il l'a écrit, dont le titre c'était « Révolution ». C'est pas un hasard. Bon, la logique du progressisme, c'est toujours la fuite en avant. Il faut toujours, on ne peut pas s'arrêter, parce que la réalité constamment contredit le progressisme. Alors, les progressistes sont des gens dangereux. Sont des gens dangereux parce qu'ils croient à leur propre infaillibilité. En effet, la référence aux Lumières n'est pas neutre. La personne qui se prend illuminée, et vous savez que le mot illumination a deux sens, soit un sens religieux, mais aussi un sens, une personne illuminée, c'est aussi une personne un peu folle. La personne qui se croit illuminée pense qu'elle a le droit de faire le bonheur des gens malgré eux. Rousseau, on peut encore le citer, il écrit « On forcera l'homme à être libre ». Belle formule, oxymore. Comment peut-on forcer à la liberté ? On voit bien cette idée, j'ai le droit puisque je suis éclairé. L'idéologie woke signifie la même chose. Un woke en argot afro-américain, ça veut dire réveillé, éveillé. Je suis illuminé parce que là, j'ai conscience de l'existence notamment du racisme systémique ou du privilège blanc. Mais en réalité, les gens qui se prétendent éclairés, l'essentiel du progressisme, les lumières du progressisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'état de la science au XVIIIe siècle, c'est-à-dire un état faible, médiocre. Au XVIIIe siècle, on croit avant tout à une vision mécanique simpliste de la nature et de la société qui n'a rien à voir avec l'état de la science aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, le progressiste ne s'appuie que sur ce qu'on appelle les sciences humaines, c'est-à-dire des sciences qui sont assez largement des sciences idéologisées. Et donc, le progressisme n'est pas, comme il le prétend, une science de la société. C'est ce qu'écrivait l'essayiste britannique Douglas Murray, dont je vous conseille de lire les ouvrages, qui sont toujours intéressants. Et il dit « Le propre du progressisme consiste à formuler des certitudes sur des phénomènes que nous ne connaissons pas et se montrer outrageusement méprisant et relativiste sur des problèmes que nous connaissons en revanche très bien. » Je pense que c'est une définition intéressante. C'est pour ça que les progressistes sont surtout très doués pour détruire. C'est d'ailleurs le propre des révolutions. Les révolutions servent à ébranler, à détruire, et beaucoup moins pour construire. Ils se prennent pour des dieux, mais souvent ils se comportent comme des démons. Je n'insisterai pas sur le fait que la définition du porteur de lumière dans la religion chrétienne, vous savez qui est le porteur de lumière ? C'est Lucifer, bien sûr. Bon. Alors, le progressisme est une morale d'autant plus trompeuse que, comme c'est une idéologie, et donc comme toute idéologie, il va connaître deux étapes bien distinctes. Une phase séduisante, pour accompagner la prise du pouvoir, et puis une phase réaliste, quand on a pris le pouvoir. C'est ce que George Orwell a parfaitement résumé dans une fable célèbre, même si elle a été longtemps pas traduite en français, La ferme des animaux, qu'il écrit en 1945, et qui est très intéressante à lire, qui explique bien ce retournement du progressisme. Le progressisme, encore une fois, c'est une idéologie de combat. Et donc, une idéologie de combat a besoin aussi de transformer la réalité, et notamment de noircir la réalité
comme moyen de délégitimer ceux qu'il veut remplacer. De fait, aujourd'hui, on en a un exemple quand on nous explique que la France est devenue un pays de racisme systémique, de patriarcat oppressif, de masculinité toxique, d'islamophobie et d'inaction climatique. C'est ça, on a un bel exemple où à chaque fois, on essaie de noircir la réalité. Alors donc, le progressisme, c'est d'abord présenté sous des couleurs attrayantes. La liberté et les droits de l'homme, la liberté de conscience, la liberté de culte, la présomption d'innocence, la souveraineté du peuple, le droit au bonheur, dans la Constitution américaine, le laisser-faire, laisser-passer, la liberté sexuelle, l'égalité des sexes. Le progressiste est aussi approprié des évolutions positives dont il n'était absolument pas à la source. Exemple, les droits sociaux. Les droits sociaux ne sont pas du tout le fruit du progressisme. Ils sont le fruit avant tout du christianisme social, du syndicalisme et du socialisme. Ou bien il s'est approprié la science, comme je l'ai dit, alors qu'en réalité, le mouvement des sciences n'a fait que contredire ces postulats, et où il s'approprie même la liberté, alors qu'en réalité, les progressistes ont surtout détruit les libertés concrètes au nom de principes abstraits. Alors cette situation s'explique aussi parce que disons, la première moitié du XXe siècle, la société occidentale, traditionnelle, résistait encore largement, même si elle était ébranlée dans ses fondements, elle résistait encore largement au dogme progressiste. Mais évidemment, cette résistance a disparu à la fin du XXe siècle. Et donc, une fois qu'ils sont au pouvoir, les progressistes changent complètement, évidemment, de discours, comme dans la ferme des animaux. Et donc aujourd'hui, même la Révolution française en est un exemple très clair. La Révolution française a proclamé beaucoup de droits de l'homme, mais en réalité, elle les a assez peu mis en œuvre. Et d'ailleurs, ce qu'on nomme aujourd'hui les acquis de la Révolution française proviennent très largement de l'Empire, du Consulat et de l'Empire, voire du Second Empire d'ailleurs, sur le plan social, que de la Révolution proprement dite. Inutile de rappeler aussi, je pense, que le fait que le paradis communiste a eu un peu de mal à sortir, mais par contre que le goulag, lui, était bien réel très vite. Donc, le progressisme incarné associe donc toujours le pathos et la brutalité. Le pathos pour de la langue de bois ou de la novlangue pour faire croire qu'il améliore les choses, et la brutalité pour faire taire ceux qui ne sont pas dupes ou qui doutent de sa propagande. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, voilà un slogan progressiste par essence, évidemment les progressistes se réservant le pouvoir de définir unilatéralement qui menace, bien sûr, la liberté. Alors, aujourd'hui, nous vivons, c'est le sens des petits bonshommes qui sont en bas sur le dessin, nous vivons à nouveau une période de retournement du progressisme qui est au pouvoir, cette fois-ci du retournement des promesses du progressisme libéral et libertaire, qui débouche non pas sur une société de liberté, de licence et de relativisme, mais au contraire sur une société post-démocratique, post-sociale, post-chrétienne et je dirais post-occidentale. En effet, je dirais que contrairement à un discours qu'on entend souvent, je pense en particulier à droite, le progressisme aujourd'hui ne débouche pas du tout sur le nihilisme, mais il débouche sur la société de propagande, sur le contrôle social et sur un nouveau puritanisme fanatique. C'est tout le contraire du nihilisme. C'est au contraire une idéologie qu'on veut imposer par la force. Pour cette raison aussi, le libéralisme aujourd'hui perd sa prétendue neutralité axiologique, axiomatique, comme on disait. Il ne cesse au contraire de prescrire des tabous, des commandements. Ça veut dire en clair que le libéralisme aujourd'hui n'implique plus du tout la liberté complète de l'individu, comme on pouvait le croire, mais seulement sa liberté économique. Et en clair, c'est en fait la liberté des marchés. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que les héritiers intellectuels des 68 arts qui criaient « il est interdit d'interdire », qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils instaurent la censure médiatique, l'état d'urgence à répétition, la répression judiciaire des dissidents, et puis ils n'hésitent pas à matraquer et éborgner les gens qui manifestent sans difficulté. On voit d'ailleurs aujourd'hui le retour, je dirais, d'un certain discours qu'on entendait sous la Révolution, le progressisme qui se prétend une méta-religion, comme lorsque M. Darmanin
explique, tiens, le voilà peut-être d'ailleurs qui arrive, lorsque M. Darmanin dit qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui, rien ne doit être au-dessus des lois de la République, n'est-ce pas ? Ni la liberté de conscience, ni le secret médical, ni le secret de la confession. On voit bien cette idée centrale qui est de nature totalitaire. Évidemment, une idée qui contredit la tradition européenne et qui, depuis Antigone, nous rappelle qu'il y a parfois, effectivement, au-dessus des lois positives, il peut y avoir des obligations morales supérieures. Mais ces gens aspirent à un pouvoir sans limite. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un monde nihiliste, mais nous voyons la réalisation de la prévision de Chesterton, qui écrivait « La marque distinctive du monde moderne n'est pas qu'il est sceptique, mais qu'il est dogmatique, sans le savoir ». Et peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il commence à le savoir, compte tenu du fait que nous sommes rentrés donc, dans un système post-démocratique, puritain et oppressif. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en Occident, le pouvoir, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, il est avant tout économique, technologique et judiciaire, et beaucoup moins politique et législatif. Il s'est produit un changement, je pense, important avec ce qu'on appelle la mondialisation économique et financière. C'est fondamentalement l'émergence fulgurante du pouvoir des grandes entreprises mondiales, des grands monopoles privés, aux dépens des États et des peuples. Aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises mondiales sont plus riches et plus puissantes que bien des États, et non des moindres. Et la seule différence, c'est que ces grandes entreprises ne sont pas soumises aux obligations souveraines de la continuité et de la protection de la population. Ça se traduit aussi par le fait, je pense qu'on le voit de plus en plus, que de plus en plus de grandes entreprises deviennent politiquement militantes, deviennent des prescripteurs idéologiques. Au premier chef, on peut penser aux GAFA, mais il n'y a pas que les GAFAM. Très grandes entreprises aujourd'hui imposent de plus en plus une adhésion ou soutiennent l'idéologie progressiste. C'est ce que certains appellent le capitalisme woke ou la responsabilité sociale de l'entreprise. Cette idée que finalement l'entreprise, elle est militante et elle a les moyens de l'être, et pas uniquement au travers des médias. Alors en plus, le pouvoir de ces grandes entreprises est d'autant plus inquiétant que nous entrons dans une phase de ce qu'on appelle le capitalisme de la surveillance, pour reprendre l'expression de l'universitaire américain Shoshana Zuboff. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce au développement des techniques, et en particulier, bien sûr, de tout ce qui tourne autour de la dématérialisation, nous sommes rentrés dans une logique de conservation de la mémoire collective, du traçage, et c'est très important, ce n'est jamais que la réalisation de ce que Jérémy Bentham avait préconisé, c'est-à-dire le panopticon. Le panopticon, c'était un dispositif spatial qui permettait à un opérateur de voir tout ce que faisaient les gens autour de lui. Bon, au temps de Bentham, c'était une utopie. Au temps d'Internet, du traçage, du portefeuille électronique, de l'identité numérique, c'est de moins en moins une utopie, ça commence à devenir une réalité. J'insiste pas aussi sur ce qui se passe autour du Covid aujourd'hui et de la mise en place, lentement mais sûrement, d'un système qui ressemble au crédit social, où les gens qui se font vacciner ont le droit à certaines choses et pas les autres. Bref, ça veut dire qu'en fait nous rentrons dans un monde où là aussi, la promesse progressiste a brusquement changé. Tout au long du XIXe siècle, le libéralisme politique et le libéralisme économique marchaient de pair. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on voit au contraire que le libéralisme économique est en train de les marchés sont en train de se désolidariser de la liberté politique. Je dirais que le fait que les Occidentaux achètent avec entrain leur propre chaîne, notamment leur chaîne numérique, qui ne change rien à cette réalité. Alors, le progressisme, aujourd'hui, aussi change de visage, il nous fait entrer dans un monde post-social également. Parce que, tout simplement, le nouveau système économique dans lequel nous sommes entrés, que la mondialisation, c'est tout simplement le système des hommes en trop, et en particulier des hommes occidentaux en trop. Aujourd'hui, mondialisés, dérégulés, dématérialisés,
le capitalisme 2.0, si je puis dire, aspire tout simplement à se passer des hommes en Occident, des travailleurs comme des consommateurs. En effet, la délocalisation, l'immigration et l'intelligence artificielle sont à même, en effet, à terme, de pourvoir à tous les besoins du système économique. On n'a plus besoin des Occidentaux, on s'en moque. Et donc, aujourd'hui, le progressisme est en train, lentement mais sûrement, de liquider un à un les fameux acquis sociaux dont il n'est de toute façon pas à l'origine. C'est, je crois, un des sens, il y en a beaucoup, du grand recette que préconisent certains. Le numérique va permettre de révolutionner ce qui reste de travail en Occident tout en autorisant un contrôle de la population, le tout au prétexte de capitalisme inclusif, bien sûr, et écologique. C'est très clair. On est en faveur de la diversité et du climat, mais pour avoir le droit de délocaliser à tour de bras, ce qui fait que le terme social est en train de changer de sens. Nous rentrons aussi, là c'est un grand classique du progressisme, et aujourd'hui ça prend une dimension encore nouvelle, dans un monde post-chrétien. Alors le progressisme, depuis l'origine, est très hostile au christianisme. Mais aujourd'hui, le progressisme est devenu l'allié objectif de l'islamisation de l'Europe. Parce qu'il soutient notamment non seulement l'immigration, mais aussi l'islam, au prétexte de laïcité. La laïcité qui elle-même a changé de sens, bien sûr. Parce que promouvoir l'islam aujourd'hui, c'est une façon progressiste de lutter contre le christianisme, au prétexte de non-discrimination. Et parce que aussi la révolution arc-en-ciel, qui est promue aujourd'hui par l'oligarchie, s'attaque directement à la foi ou à la doctrine chrétienne sur la famille et la sexualité. C'est clair. Enfin, le progressisme nous fait rentrer tout simplement dans un monde post-occidental. Alors c'est une ruse de l'histoire. Si on était hegelien, on dirait que le progressisme a été inventé par la civilisation occidentale. Mais aujourd'hui, la mise en œuvre des préconisations du progressisme aboutit à vouloir détruire la civilisation qui l'a fait naître. Parce que, si je cite tous ces mouvements, la repentance, le féminisme hystérique, la cancel culture, la discrimination positive, l'ode à la diversité, l'idéologie LGBT ou trans, l'écologie punitive, l'antispécisme, le décolonialisme, tous ces discours et tous ces mouvements convergent pour justifier quoi ? Justifier la mise à l'écart de l'homme occidental. Parce qu'il devient de trop. Alors, en conclusion, je dirais, pour paraphraser Chesterton, on pourrait dire qu'au XXIe siècle, l'Occident est devenu le pays des vertus progressistes devenues folles. C'est pourquoi nous sommes entrés aujourd'hui dans le crépuscule des Lumières. L'épuisement du cycle des Lumières qui veut détruire la civilisation qui l'a inventée. Et aussi la fin de l'illusion progressiste, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, le progressisme ne débouche pas sur le progrès, mais sur la régression pour le plus grand nombre. Les Occidentaux, nos ancêtres, ont inventé au XVIIIe siècle les droits de l'homme pour résister au pouvoir étatique, avec d'ailleurs en esprit effectivement les conséquences de ce qui s'était passé avec les guerres de religion. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? L'universalisme se retourne contre les Occidentaux. Les juges idéologisés se servent aujourd'hui des droits de l'homme, non pas pour protéger les Occidentaux, mais pour déconstruire la citoyenneté et favoriser le grand remplacement. Et dans leurs mains, le principe de non-discrimination devient une machine de guerre contre les nations, contre l'identité, contre la prospérité des Occidentaux. Comme l'égalité des droits s'est transformée en pourtoussisme, c'est-à-dire en clair en tyrannie des minorités sur les majorités. Des minorités qui exigent que la société change constamment ses normes et son langage pour s'adapter à leurs exigences égoïstes et sans cesse changeantes. Et in fine, le virus progressiste a muté en haine de soi en Occident, XXIe siècle. En clair, toutes les valeurs, entre guillemets, du progressisme se retournent contre les Européens, alors que le reste du monde, qui lui est en plein développement ou redéveloppement, reste immunisé contre elles. C'est donc nous vivons en plus un tragique, comme l'a montré Ferenc Almasi, un tragique contresens géopolitique. Alors, je dirais les oligarques progressistes et leurs alliés écolos, woke,
décoloniaux et Antifa, apparaissent de plus en plus comme les nouveaux bolcheviks du XXIe siècle. Des extrémistes dangereux qui veulent nous décarboner, nous déconstruire, nous remplacer de force au prétexte notamment de la nouvelle religion de la Terre, la planète, et qui veulent aussi que l'homme européen plie le genou devant la terre entière. Les Blancs doivent se taire. Rappelez-vous ce que disait la socialiste Audrey Pulvar. Mais à la différence des premiers bolcheviks, les nouveaux bolcheviks, eux, sont les chiens de garde du néo-capitalisme. Ils imposent la lutte des sexes et des races pour faire opportunément oublier la lutte entre les nantis de la mondialisation et ses victimes. Et derrière leur progressisme, par un heureux hasard, on trouve toujours des intérêts marchands bien concrets. Les lobbies de l'éolien, du tout électrique, du tout numérique, de la viande industrielle ou de Big Pharma. Ce progressisme est donc bien aujourd'hui le fléau de l'Occident, et c'est pour ça, je pense, qu'il est temps de se libérer de ces fausses certitudes. Je vous remercie.